La première chose que nous devons comprendre sont les défis derrière l'attaque de l'Allemagne contre l'Amérique. Avec une distance aller-retour de 11 600 km ou 7 200 miles, la portée du bombardier américain devait être énorme, plus de 3 fois celle de l'emblématique B-17 Flying Fortress. Il devrait aussi rendre ce voyage captivant. Cela signifiait transporter beaucoup de bombes. Un tel bombardier aurait pu changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe, en était convaincu. Concernant ses plans, il a déclaré dans un discours, je cite, « Je serais extrêmement heureux de posséder un tel bombardier qui ferait enfin taire l'arrogance de l'autre côté de la mer. » La bouche à laquelle il faisait référence était le gouvernement de plus en plus interventionniste du président Franklin XV, Roosevelt. Son arrogance, bien que puissante, riche et pratiquement invulnérable aux attaques, l'Amérique n'avait pas besoin de céder aux exigences tordues du Troisième Reich. Göring voulait changer cela, initialement suggéré pendant l'été de 1941 avec l'euphorie d'une victoire apparemment certaine contre l'Union des républiques socialistes soviétiques dans l'air en avril 1942. Un plan de 33 pages sur le bombardier américain avait été achevé. De ce plan, nous avons un aperçu des intentions nazies. Pour porter la guerre aux États-Unis et brûler l'Est de l'Amérique jusqu'au sol. Dans le processus, des bases dans les îles Açores, une possession portugaise dans l'Atlantique, ont été proposées. De là, les bombardiers nazis pourraient atteindre des cibles aux États-Unis, transportant des charges utiles allant jusqu'à 6,5 tonnes de morts et de destruction. La soumission du bombardier américain était ouverte aux entreprises industrielles et d'ingénierie allemandes pour enchérir, susceptibles de se traduire par potentiellement des centaines, voire des milliers de commandes. La concurrence était féroce et a déclenché une course aux armements dans le développement expérimental de bombardiers lourds. Le design soumis par le fabricant d'avions basé à Brême, Focke-Wulf, le TA-400, viendrait à représenter l'un de leurs designs les plus avancés et sophistiqués de toute la guerre. Tout d'abord, il y avait son caractère international. Les moteurs devaient être fabriqués en Allemagne, mais l'essentiel de la conception a été réalisé par des techniciens français près de Paris. De même, les contrats pour la construction de composants majeurs n'ont pas seulement été attribués à des entreprises allemandes, mais aussi à des entreprises françaises et italiennes. Le but de cela était d'accélérer le développement et de commencer la construction de prototypes dès que possible. Le design reprendrait de nombreuses caractéristiques de conception novatrices des bombardiers lourds américains, parmi lesquels des compartiments d'équipage pressurisés et des tourelles de queue reliées par un tunnel pressurisé. Cela signifiait moins de tympans qui éclatent et plus d'oxygène dans le sang. L'avion serait doté de tourelles télécommandées installées autour de son fuselage. Ils étaient nombreux. 10 canons MG-151 auraient été situés à différents points autour de l'avion, couvrant toutes les approches possibles. En plus de cela, le TA-400 aurait été équipé d'une tourelle de queue à 4 montures particulièrement cool, hérissées de 4 mitrailleuses MG-130 et 1. Lorsqu'ils étaient utilisés avec des pilotes au chiots de chasse, ces canons de tourelle ont connu une période de popularité glorieuse mais brève, une histoire dramatique que nous avons déjà couverte. Eh bien, ils ont trouvé leur chemin dans les bombardiers moyens et lourds britanniques, américains et maintenant allemands. Ces tourelles redoutables n'allaient nulle part. Une telle armement de défense robuste n'était pas juste pour le spectacle, les Allemands le savaient. Quand ces choses apparaissaient dans le ciel américain, les pilotes de chasse faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour les abattre. Objet de l'attention de chaque combattant, ces énormes bombardiers lents devaient être préparés à ce que les choses se gâtent. Hérissés de canons sous tous les angles et volant en formation serrée, l'espoir était que tout pilote qui s'approcherait trouverait l'air rempli de balles bien avant d'avoir une chance de tirer eux-mêmes. Quant à la charge utile qu'ils transportaient, le Focke-Wulf TA-400 était sérieux, capable de transporter 80 tonnes de bombes, soit à haute explosion, soit incendiaire, sur plus de 6000 miles. Heureusement, cet avion techniquement compétent et collaboratif international n'a jamais été construit.
commencé comme une conception de secours pour le Messerschmitt Me 264, qui nécessitait à la fois moins de matériaux et moins de main-d'œuvre, le ministère de l'Air allemand a mis fin à la proposition en octobre 1943. Alors, qu'en est-il de la prochaine proposition, le Messerschmitt Me 264 mentionné précédemment? Gagnerait-il l'honneur de larguer des bombes sur New York City? Cet avion tout métal à aile haute a en fait commencé son développement avant l'attaque de Pearl Harbor et la déclaration de guerre de l'Allemagne contre les États-Unis. Par conséquent, les plans étaient en cours avant que les spécifications concernant le bombardier America ne soient même pas publiées. Le résultat était un avion avec 4 et non 6 moteurs, bien qu'il se trouve être des BMW 800, un GS à 14 cylindres très puissant. Avec une vitesse de croisière de 349 km/h et une portée de 15 000 km, le Me-26 n'a pas laissé son manque. Deux moteurs le disqualifiaient pour considération. De se rendre de l'Europe à l'Amérique et de revenir en un seul vol, larguant 6 000 kg de bombes en cours de route, le Me-26 aurait pu terroriser les citoyens américains. En plus de l'armure et des armes défensives embarquées à bord du Me-26, le bombardier lourd a été conçu pour rendre les longs vols aussi confortables que possible pour ses 8 membres d'équipage. Cela signifiait inclure de l'oxygène supplémentaire pour faciliter la respiration, des lits superposés pour faire une sieste en vol, et même une petite cuisine équipée de plaques chauffantes au cas où les hommes voudraient se préparer un repas. Personne ne confondrait le Me-264 avec un jet de luxe de sitôt, mais il y avait un confort très réel, bien que claustrophobe, à bord. Malgré tous ces avantages, associés à sa construction relativement bon marché par rapport au Focke-Wulf TA-400, le Messerschmitt Me 264 ne serait jamais construit en grand nombre, son annulation officielle ayant lieu en septembre 1944. Il y avait un bombardier américain qui n'a jamais été annulé, un qui a remporté le concours de design et a été préparé pour la production de masse, un qui aurait assombri le ciel au-dessus de l'Amérique et aurait fait pleuvoir la mort sur New York City. Cet avion était le Junkers Ju-3 190. C'est aussi l'une des propositions les plus mystérieuses, avec le moins d'avions survivants, de photos et de plans. Basé sur le Ju-290, un transport longue distance à 4 moteurs, une patrouille maritime et un avion de bombardement, le Ju-3 190 a ajouté des segments d'ailes intérieures supplémentaires, un allongement du fuselage et une autre paire de moteurs, portant le total à 6. La similitude de conception des deux avions est clairement visible. Construits et assemblés à l'usine Junkers de Dessau, les vols d'essai ont eu lieu à partir d'octobre 1943. Et d'après les archives, il est clair que le ministère allemand de l'aviation a été très impressionné par les performances de cet avion. Ils ont immédiatement passé une commande pour 26 d'entre eux, mettant fin au processus d'appel d'offres pour le bombardier américain et entrant dans une nouvelle ère de guerre aérienne. Long de 33,5 mètres, équipé d'un radar de navire air surface, ainsi que de 5 canons MG-151, cet avion aurait été le plus grand bombardier lourd en production en Allemagne et aurait transporté plus de 6 tonnes de bombes. Cependant, la plupart des images que nous avons et des images qui existent ne sont pas du 390, mais du 4 moteurs Ju-290. C'est parce que, malgré l'optimisme des planificateurs nazis pour le Ju-390, la production n'a jamais dépassé 2 prototypes. La guerre se passait très mal et aucune ressource ne pouvait être épargnée pour de telles armes offensives, comme le bombardier américain. Les nazis étaient alors trop occupés à maintenir des avions larguant des bombes sur les troupes ennemies, maintenant positionnées non pas à des milliers de kilomètres. Mais à l'intérieur même de l'Allemagne, et en vérité, c'est tant mieux. Il est difficile de regarder ces images sans se sentir mal à l'aise. Les Alliés ont gagné la guerre, et les nazis et leur empire ont été complètement écrasés, mais dans les années 40, les nazis ne savaient pas qu'ils menaient une guerre qu'ils pensaient gagner et planifiaient déjà son escalade. Ces dessins sont la preuve vivante que cela était loin d'être une conclusion préétablie. Les preuves et incarnations d'une potentielle vague de destruction.
qui auraient pu bientôt déferler sur les côtes américaines et étendre les assauts nazis sur la scène mondiale. Il ne reste plus qu'à examiner à quel point le bombardier américain aurait pu être réussi. Bien qu'aucun objectif concret n'ait été défini pour le programme. Nous pouvons examiner certains d'entre eux, mais il était clair que New York aurait été la cible principale. Précieuse à la fois stratégiquement et industriellement, l'impact d'une attaque aérienne sur New York depuis les cieux aurait été énorme. Manhattan était construite comme aucune autre ville sur Terre. En tant que plus grande ville du monde, avec une population d'environ 7 millions, New York était incroyablement riche. Ses gratte-ciels étaient les plus hauts, ses appartements les plus denses et ses productions industrielles inégalées. Le bombardement stratégique était le plus efficace lorsqu'il était utilisé contre des cibles denses et précieuses, et aurait sûrement été dévastateur s'il avait été utilisé contre New York. De grands raids de bombardiers allemands, chacun transportant environ 6 tonnes de bombes, auraient été capables de décimer la ville. En une seule nuit, les gratte-ciels de Manhattan auraient pu être renversés. Des bâtiments emblématiques comme l'Empire State Building et le Chrysler Building s'effondrant sur eux-mêmes alors que les bombes tombaient tout autour. Avec l'utilisation de bombes incendiaires, des sections entières de la ville auraient été vulnérables, les zones densément peuplées comme Brooklyn et le Bronx pouvant être dévastées en une seule attaque. Des rues après des rues ruinées restaient debout, noircies et vides, alors que des tempêtes de feu faisaient rage à travers la ville. Et le port de New York et du New Jersey, un centre d'activité militaire et de loin le plus grand d'Amérique, aurait été le centre de tout cela. Le Brooklyn Navy Yard, la plus grande installation de transport de tous les États-Unis, aurait sans aucun doute été la première cible dans la ligne de mire de tout bombardier américain, susceptible d'attirer des centaines et des centaines de tonnes de munitions. Des bateaux déborderaient dans le port, les ponts remplis de gens, désespérés d'échapper aux bombes et aux incendies qui éclatent dans leur ville. Face à l'éventuelle inondation d'armes fabriquées aux États-Unis et de troupes américaines, il n'est pas surprenant que la direction nazie était désespérée de trouver un moyen de riposte. L'idée d'effondrement de gratte-ciel et de ruines de New York correspond parfaitement à mon esprit. Peu d'images capturent mieux une éventuelle victoire nazie dans la Seconde Guerre mondiale que celle de la Statue de la Liberté, se dressant avec défi contre vague après vague de bombardiers lourds nazis, tandis que derrière elle, New York brille en brûlant. Certains prétendent que le bombardier américain visait à bombarder la nation en passivité, ou du moins à garantir la neutralité par la menace d'attaque. Après tout, ce n'est que dans les années 40 que l'opinion publique a basculé en faveur de la guerre en Amérique. Avec beaucoup qui voulaient déjà rester en dehors, une éventuelle attaque fournirait sûrement un autre argument fort derrière un argument déjà populaire. Cependant, c'est peu probable selon moi. Ce raisonnement aurait du sens si les avions avaient été conçus et construits dans les années 30. Mais comme nous pouvons le voir à partir des projets d'avions proposés, le travail n'a sérieusement commencé sur le programme de bombardiers américains qu'après la déclaration de guerre de l'Allemagne. Sur les États-Unis, cela laisse une dernière théorie. Que le bombardier américain visait non pas à détruire les villes des États-Unis, mais plutôt à détourner l'attention américaine avec des bombardiers au-dessus de New York, le gouvernement fédéral se retrouverait occupé à organiser des défenses aériennes, des abris anti-bombes et des évacuations, épuisant un temps précieux. L'industrie et la main-d'œuvre qui auraient autrement été utilisées dans le conflit européen pour défendre le Royaume-Uni et libérer la France. Heureusement, bien sûr, rien de tout cela ne s'est jamais produit. Comme vous le savez, le bombardier américain n'a eu presque aucun effet sur le déroulement ou l'issue de la guerre. Les raisons sont aussi fascinantes que le bombardier américain prévu lui-même. Les Allemands épuisaient déjà leurs capacités industrielles, leur main-d'œuvre et leurs ressources en combattant l'Union soviétique sur les fronts Est de 1000 miles de long. Ils ne pouvaient pas construire assez de chars pour gagner la guerre qu'ils avaient déjà commencée. Ils ne pouvaient certainement pas construire de bombardiers lourds pour la nouvelle guerre qu'ils venaient de déclarer. Les commandants nazis ont peut-être rêvé du bombardier américain, volant haut au-dessus des villes américaines et faisant pleuvoir la mort et la destruction, mais ce n'était que cela. Un rêve. La réalité était que ce sont les villes allemandes, pas les américaines, qui seraient bien bombardées, anéanties par vague après vague de bombardiers britanniques et américains.
Les nazis n'étaient pas seulement en retard dans la course à la construction de bombardiers lourds, ils n'avaient même pas commencé. Pensez à ces modèles, le Focke-Wulf TA-400, le ME-2C4, le JU-3 190. Tous ces avions étaient potentiellement efficaces et capables de destruction transcontinentale. Mais malgré tout le travail de conception, malgré le processus coûteux d'organisation de la production de nouvelles pièces, malgré tous les efforts de construction des prototypes et de leurs essais en vol, malgré tout cela, aucun d'entre eux ne serait jamais utilisé. Comparez cela à l'effort des Alliés. Du côté britannique, 7300 bombardiers Arvo Lancaster, 6000 bombardiers Halifax et 2300 bombardiers Short Stirling. Du côté américain, un incroyable 12 700 bombardiers B-17 Flying Fortress, 18 000 B-24. Bombardiers et 4000 bombardiers B-29 Super Fortress ont été construits. Si vous voulez connaître la vérité, la voici. Pour la guerre dans les airs, l'Allemagne nazie n'avait aucune chance. En fin de compte, le programme de bombardiers américains provenait d'un malentendu dans le commandement nazi. Ils n'ont pas su apprécier qu'ils étaient en train de perdre la guerre, pas de la gagner. Et donc le programme n'a abouti à rien, mais son existence et les conceptions des avions créés pour l'atteindre racontent une histoire incroyable. Les nazis ne se sont pas laissés abattre sans combattre, et la côte est de l'Amérique a failli être la victime de raids de bombardements massifs, du genre vu à Londres et à Varsovie. Nous devrions être reconnaissants que le bombardier américain ne soit pas célèbre. Et voilà l'histoire du bombardier américain. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé